Résultat, un nouvel empire maintenant extérieur menace la France. Voici ce qui est devenu l'empire, le Deuxième Reich. C'est l'ensemble des documents de couleur, avec progressivement les différents États qu'a agrégé autour de le royaume de Prusse, donc qui est originaire de cette partie tout à fait orientale de l'Allemagne. Et puis vous voyez ici que un des morceaux de la France a été agrégé au Deuxième Reich. Il s'agit de l'Alsace, les deux départements d'Alsace et de la Moselle, qui sont enlevés à la France donc en 1871, qui sont agrégés au Deuxième Reich et qui vont cristalliser la rancœur des Français jusqu'à la Première Guerre mondiale. Pensons-y toujours, n'en parlons jamais, disait-on. Et donc, cette espèce de revanche qui va nourrir, qui ne sera pas pour rien, dans le déclenchement de la Première Guerre mondiale. Alors, que va devenir donc la France? C'est la Commune de Paris au moment où les Prussiens sont là. La Commune de Paris, on peut dire premier gouvernement révolutionnaire de l'histoire. Vous savez que Marx en parlera beaucoup. La Commune de Paris qui va durer du 18 mars 1870 au 28 mai 1871. C'est une France, une partie de la France qui se reconnaît en elle. Et puis, une autre partie de la France, c'est la France versaillaise, avec le gouvernement de Thiers, qui, elle, accepte les conditions imposées par le vainqueur. Donc on a ceux qui refusent, c'est la Commune de Paris, et ceux qui l'acceptent, c'est la France versaillaise. Comme vous le savez, la Commune sera réprimée, et la question va se poser, après la répression de la Commune, de savoir mais qu'est-ce qu'on fait? Quel régime prend-on? Une grande partie de la droite se tourne alors vers le comte de Chambord, qui est donc le fils du duc de Berry, le petit-fils de Charles VI. Il s'appelle Henri. Et donc tout le monde l'appelle Henri V. Ça y est, les choses sont faites, il va monter sur le trône. Pratiquement tout est fait. Il y a une majorité monarchiste parmi les députés, mais ils ne sont pas tous d'accord. Et en tout cas, Thiers et d'autres disent à Henri V, qui est donc le candidat des légitimistes, si vous m'avez suivi, c'est-à-dire des descendants directs de Louis XV, il faut accepter, la seule chose qu'il faut pour que vous montiez sur le trône, c'est accepter le drapeau bleu-blanc-rouge, qui est celui de la souveraineté nationale. C'est-à-dire que vous serez roi, mais ça veut dire qu'il y aura aussi des députés qui seront élus par la nation, et que vous n'aurez pas tous les pouvoirs. Et Henri V dit non. Il refuse. Ma personne n'est rien, mon principe est tout. Le futur Henri V, alors que tout est déjà prêt, il dit « Je ne monterai sur le trône que si on réinstaure le drapeau de mes ancêtres. » Alors vous connaissez cette histoire. Beaucoup de gens ont dit que finalement il avait refusé de monter sur le trône pour une histoire de couleur de drapeau. Non, c'était pas une histoire de couleur de drapeau, c'est beaucoup plus grave, c'est beaucoup plus important qu'une couleur de drapeau. C'est qu'en réalité, il y avait deux conceptions fondamentales de l'organisation des pouvoirs publics. Lui, il voulait réinstaurer, grosso modo, une monarchie de droit divin, où il était celui qui décidait et qui justifiait son pouvoir parce qu'il était tout simplement justifié par Dieu. Alors que les autres, qui étaient plus réalistes, qui prenaient en compte ce qui s'était déroulé depuis quand même maintenant un certain nombre de décennies, vous vous rendez compte, en 1870, ça faisait quand même 90 ans après la grande révolution française, on disait, bon, le temps a coulé, il faut maintenant se moderniser, vous ne pouvez pas, Majesté, refuser au peuple de pouvoir s'exprimer et d'être le souverain. Donc Henri V a refusé, et c'est ainsi que la France, donc, n'est pas redevenue une monarchie. Pour son sacre prévu en 1871, le comte de Chambord avait fait réaliser des carrosses d'apparat de marque Binder, somptueusement garnis de sellerie Hermès. On les voit encore d'ailleurs au château de Chambord, où cette photo a été prise, puisque le château de Chambord avait été donné comme apanage au comte de Chambord. Et donc sur ces carrosses qui étaient prévues pour son couronnement officiel, il y avait justement ces fleurs de lys, mais c'est justement ce principe, quand il disait « ma personne n'est rien, mon principe est tout », c'est justement ce principe-là dont l'écrasante majorité des Français, même de droite, ne voulaient plus. Les Français voulaient quand même avoir leur mot à dire. Et c'est ainsi que la Troisième République s'est installée dans les meubles, vous le savez, par un simple amendement voté à une voix de majorité, l'amendement Vallon, qui a dit le président de la République est élu pour 7 ans, qui crée le septennat au passage, et vous savez qu'il n'y a pas eu de constitution
pour la Troisième République. Il y a eu une série de textes législatifs pris un petit peu au débeauté, comme ça, sans l'air de rien, et que la Troisième République est apparue par petits morceaux. Ça n'est pas allé de soi, puisque les premiers présidents de la République, notamment Thiers et MacMahon, étaient monarchistes. Et il y a eu notamment l'affaire du 16 mai 1877 où le président MacMahon a voulu faire prévaloir une conception, comment dirais-je, quasi monarchique de la présidence de la République et où il a été battu.